Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés ce soir. Alors, les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, petite introduction de cette réunion, même si je sais que certains d'entre vous ont l'habitude de ce format qui est apprécié. Donc, le but du jeu ce soir, c'est après le projet européen que nous avons travaillé au cours des dernières semaines, c'est d'évoquer spécifiquement la situation préoccupante de nos finances. Alors, ce n'est pas nouveau. La France est la championne des dépenses publiques. Elle n'a pas produit un budget à l'équilibre depuis 1978, mais cette fois, semble-t-il, le dérapage de notre déficit interroge, inquiète un nombre grandissant de nos concitoyens qui ont bien conscience que l'argent magique n'existe pas. Les signaux sont en effet particulièrement alarmants et guère contestables. Le 26 mars dernier, quelques semaines seulement après l'adoption de la loi de programmation des finances publiques censée couvrir la période 2023-2027, une note de l'INSEE révélait que le déficit public atteindrait pour 2023 les 5,5% du PIB au lieu de 4,9% attendus par le gouvernement. On était là donc déjà dans une sorte de dépassement ou d'invalidation des hypothèses financières qui avaient été prises pour 4 ans. Alors, ça tombe très mal parce que vendredi sera révélée la mise à jour de la note de la France par les agences de notation. Il y en aura deux le 26 avril, une le 31 mai. Doit-on craindre une dégradation, un effet boule de neige qui passerait par une hausse des taux d'intérêt de notre dette, qui viendrait à la fois restreindre notre capacité à emprunter pour continuer à financer le fonctionnement de nos institutions et de notre système social, et en plus alourdir le poids des charges de la dette dans le budget de l'État. Alors, ce soir, Charles de Courson, vous qui êtes un spécialiste des questions budgétaires, député depuis 31 ans, qui avait interrogé Bruno Le Maire le 2 avril dernier lors de la séance de questions au gouvernement, vous allez nous dire ce soir comment vous jugez la situation et surtout quelles solutions on peut essayer de trouver pour la relever et réfléchir ensemble par rapport à ça. Bien entendu, chacune et chacun d'entre vous aura la possibilité de poser des questions via le chat. Je vous proposerai donc de les relayer. N'hésitez pas à utiliser donc le chat par écrit pour poser des questions. Et évidemment, à la fin de l'intervention et de cet échange avec Charles, nous y répondrons et nous aurons un moment d'échange plus libre pour pouvoir justement aborder tous les enjeux et tous les aspects de la question. Alors, Charles de Courson, je vous laisse la parole. Comment vous avez vécu la réponse du gouvernement à votre question? Comment jugez-vous la situation telle qu'elle est aujourd'hui? J'avais posé plusieurs questions dans ma question. La première question, c'était, on est à 5,5 de déficit sur 2023, vous aviez prévu 4,9%. Alors, quelle est votre estimation du déficit 2024? Puisque on a voté, enfin on n'a pas voté, puisque ça a été adopté à coup de 49,3, il estimait à 4,4 le déficit, c'est-à-dire avoir une réduction continue qui ramènerait les finances publiques aux 3% en 2027. C'était ça l'objectif du gouvernement. Il ne m'a pas répondu. Ce n'est que 2 ou 3 jours plus tard que le ministre du Budget a demandé à nous rencontrer. Et donc, je lui ai reposé la question auquel n'avait pas voulu répondre Monsieur le maire. Monsieur Cazenave nous a dit on est à 5,1 après les 10 milliards du décret d'annulation. Vous savez que dans la loi organique, on peut annuler par un simple décret jusqu'à 12 milliards. 10 milliards, c'est la première fois qu'on a ça. On avait eu déjà des décrets d'annulation jusqu'à 5 milliards, mais 10 milliards, là, c'est remarquable. Et Cazenave nous a dit, donc, on est à 5,1 après ces 10 milliards, c'est-à-dire avant ces 10 milliards, on était, d'après ce qu'il nous a dit, sur une tendance même un peu plus aggravée par rapport à la situation 2023, c'est-à-dire les 5,5. Ouais. Alors il nous a ajouté, il faut qu'on fasse encore 10 milliards d'efforts supplémentaires en 2024 pour essayer. Concrètement, oui. Ça veut dire que sur 2024, l'effort budgétaire qui est demandé, ça représente combien en milliards d'euros sur l'année?
2 fois 10, c'est-à-dire 20 20. milliards. 20 Voilà. milliards. D'accord. Et alors, ce qui est extraordinaire pour un ministre du budget, moi, c'est la première fois que je vois ça, il nous a dit, qu'est-ce que vous proposez comme économie? Mais on lui a dit, mais attendez, c'est pas nous qui sommes au pouvoir, c'est vous. Dites-nous quelles sont vos idées et on vous dira, ça nous paraît raisonnable, ça nous paraît pas déraisonnable. Ne comptez pas sur nous, sur telle ou telle mesure, si vous voulez. Or, tout le monde sait ce sur quoi il travaille. Il travaille sur un durcissement des allocations chômage. Je rappelle que les allocations chômage, grosso modo, c'est 40 milliards. Et ils ont fait une première réforme qui était assez dure, sans l'accord d'ailleurs des partenaires sociaux, et ils nous avaient expliqué que c'était logique de baisser la protection chômage quand on était en cycle haut, c'est-à-dire avec des taux de chômage bas. C'est ce qu'on appelle la contracyclabilité du système d'assurance chômage. Ça, c'est un terme pour les technos. Ça veut dire que quand il y a peu de chômage, on durcit, et quand il y a beaucoup de chômage, on assouplit. On leur dit, mais attendez, on est en pleine remontée du taux de chômage. Je rappelle les chiffres. On était à 7,2 en début d'année et on est déjà à 7,5, 7,6 et les prévisions pour la fin de l'année sont une remontée autour de 7,7, 7,8. Oui. Donc, vous nous avez expliqué que la première réforme, c'était la contracyclicité, mais alors là, vous faites exactement l'inverse. Expliquez-nous. Alors, En première fait, ce piste. qu'on sent bien, Charles, c'est que le gouvernement avance un peu à l'aveuglette avec sans véritable plan d'ensemble sur les capacités Absolument. de réduction de ce déficit. Voilà. Mais Alors, peut-être en début après, d'intervention, on je vais pourrait vous dire peut-être voir. les grandes Pardon. pistes sur lesquelles ils travaillent. Deuxième piste, ils nous Mhm. disent, ben voilà, le bloc retraite plus les allocations diverses et variées, type adulte handicapé, type RSA et j'en passe. Bon, grosso modo, on a réévalué de 5,3% cette année. Donc, si vous voulez, il y a le pouvoir d'achat des retraités a augmenté. Alors, il dit, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas désindexer, etc. On lui a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas tout à la fois faire une réforme des retraites en expliquant qu'il faut réévaluer les petites retraites et faire une telle politique. Vous nous diriez, on maintient le pouvoir d'achat des petites retraites et après, on baisse progressivement le taux de réévaluation jusqu'à 0, à 4 000, 5 000, on peut en discuter. Mais les 5,3% sur l'ensemble des prestations, y compris retraite, a représenté en 2023 25 milliards. Je répète, 25 milliards. 25 milliards, c'est 2 points du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'on a mieux traité les inactifs que les actifs. On lui a dit, mais attendez, il y a un problème de cohérence dans votre politique. Vous ne pouvez pas traiter les actifs plus mal que vous ne traitez les inactifs. On va en reparler, Charles. C'est un point très important. Simplement, pour bien cadrer le débat au tout début de votre intervention, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois comment on en est arrivé dans cette situation, avant d'envisager les réponses que le gouvernement peut apporter, comment on en est arrivé dans cette situation à long terme, parce que comme je le disais en introduction, c'est depuis 1978 que la France n'a pas apporté d'équilibre dans son budget. Comment on en est arrivé précisément là dans la situation d'échec du plan pluriannuel du gouvernement, et surtout quels sont les risques que nous avons, auxquels nous avons à faire face si jamais il y a une dégradation effective de la note La dérive, de la France. D'où vient-elle, la dérive? Elle vient d'une croyance auquel la classe politique, et pas simplement l'actuelle minorité présidentielle, ça a été une large communion de la gauche, de la centre, de la droite, etc., sur ce qu'on appelle la préférence pour la dépense publique. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de membres de la classe politique considèrent que on est plus populaire en augmentant la dépense en augmentant la recette.
Pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Voilà. Donc cette préférence pour la dépense est une spécificité française, qu'on partageait d'ailleurs jusqu'à il y a quelques années avec les Grecs. Vous voyez, il y a un problème, chèque sans provision, bien sûr, au sens où tout ça étant financé à crédit. Et l'absence de lien entre le niveau des recettes et le niveau des dépenses est quand même une caractéristique de la classe politique française, qui dit toujours, dès qu'il y a un problème, il faut augmenter la dépense. Et quand vous dites, mais attends, tu finances ça comment? Oh ben on verra plus tard, à crédit. Ouais, donc on s'endette. Et ce qui fait que quand ça va bien, dès qu'il y a un peu de recettes supplémentaires, on l'utilise pour faire des dépenses supplémentaires. Au lieu de dire, bah, écoutez, il y a des dépenses supplémentaires, il faut tenir la dépense et réduire le déficit. Car la France ne peut pas se payer un niveau de déficit tel qu'il est actuellement. C'est impossible. Voilà. La France peut se payer un déficit budgétaire de 1,5, peut-être 1,5, 2% maximum. Et encore, ces 2% étant affectés à l'investissement, parce qu'on a perdu tout bon sens. Il est légitime de s'endetter pour investir. Il n'est pas légitime de s'endetter pour financer des dépenses de fonctionnement. C'est d'ailleurs une question qui nous est posée par chat. On nous dit pourquoi continuer à voter des budgets en déficit? Pourquoi d'ailleurs viser seulement 3% de déficit et ne pas instaurer une règle d'or qui interdirait de voter des budgets en déséquilibre? Moi, je me suis battu avec, disons, les modérés pour imposer la règle d'or qui est imposée à toutes les collectivités locales. Les collectivités locales ne pouvaient pas voter un budget en déficit de fonctionnement. Voilà. C'est quand même la règle de base. Dans la constitution allemande, c'est la même chose avec des spécificités, mais ils l'ont mis dans leur constitution. Eh bien, à chaque fois qu'on proposait cela, on avait une alliance entre la droite traditionnelle et toutes les gauches. Les gauches disant, mais si on fait ça, on va être obligé de faire des économies. Ben, je dis oui, bien sûr, c'est évident. On ne peut pas continuer à voter à crédit, à moins que vous vouliez augmenter les recettes. On aura le débat tout à l'heure, sachant qu'on est le pays qui est numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des années, avec le Danemark. Ouais, bon, avec un différentiel, on est à 44%, grosso modo, de la richesse nationale en impôts et prélèvements obligatoires, de façon plus générale. Vous voyez, la moyenne de l'Union européenne, on est un peu en dessous de 40, on est à 38, 39, voilà, mais avec des écarts considérables. Donc ceux qui disent il n'y a qu'à Faucon augmenter les recettes, eh ben, attendez, il y a un moment où on perdra en termes de compétitivité et en termes d'emploi. Absolument, on va en reparler. Juste pour revenir sur les éléments de circonstance, Charles, qu'est-ce qui, à court terme, a déclenché, selon vous, cette analyse de l'INSEE? On parle de surévaluation de la croissance, on parle de baisse des recettes prévues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, en 2023, la surévaluation des recettes est peu liée à une surestimation qui n'est que légère de la croissance. Je vous donne les chiffres. Le gouvernement tablait sur 1% de croissance, on a fait 0,9. Ouais, c'est l'épaisseur du trait. Ouais, bon, on ne va pas reprocher 0,10 points, ça n'a pas de sens. Non, par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle l'élasticité des recettes fiscales par rapport à la croissance s'est effondré. On est à du 0,4, 0,5, c'est-à-dire que quand le produit intérieur brut augmente de 2%, on n'a pas du tout 2% d'augmentation. On a eu, disons, pour faire simple, 1%. Voyez. Et donc, ce n'est pas les dépenses qui ont dérapé par rapport aux prévisions, c'est la chute des recettes liées à une élasticité. Alors, pourquoi cette élasticité a été beaucoup plus faible que ce qu'avait anticipé le gouvernement? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison concernant les ménages. C'est que les ménages, n'ayant pas confiance, ont maintenu, parfois même augmenté leur taux d'épargne. Alors que le gouvernement pensait que
oui, le taux d'épargne moyen des ménages français, c'est de l'ordre de 15% sur la moyenne des 10 dernières années. Là, on est monté, disons, à 18, voire un peu plus. Vous voyez. Et donc, le gouvernement pensait qu'il y aurait une utilisation de cette épargne accumulée pour consommer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, on a eu des chutes. Le gouvernement avait surévalué la création du nombre d'emplois et l'augmentation, disons, de la masse salariale. Et donc, on a eu des pertes de cotisations sociales. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent qu'on est Qu'il y ait eu cette annulation de crédit et que nous sommes amenés à trouver 20 milliards pour oui, financer le budget 2024. oui, qu'il faut réduire de 2024 parce qu'il y a l'effet base. Si vous voulez, s'il y a une moindre croissance des recettes l'année 2023, c'était bien la question que j'avais posée à Le Maire, il n'avait pas voulu répondre. Quelle est l'incidence sur les résultats prévisionnels 2024? Il est clair que ce phénomène va se reproduire. C'est Cazenave qui, quelques jours plus tard, nous l'a dit en privé. Et puis après, bon, ils ont fini par le dire en public, puisqu'il y a le programme de stabilité qu'on devait envoyer à l'Union européenne, qui, lui, a été obligé de répondre à la question auquel M. Le Maire n'a pas voulu répondre. Voilà. Alors, Il y a un pour dernier terminer sur les point. éléments de contexte, peut-être, Charles, juste une question relative aux agences de notation. Est-ce que vous craignez une dégradation de la note de la France? Et si oui, quelles pourraient être les conséquences d'une éventuelle dégradation, notamment La, sur le coût de nos intérêts financiers? La dégradation me paraît inéluctable, ouais. Ne serait-ce parce que la première agence, celle qui va publier sa notation là, avant la fin du mois, a elle-même dit qu'elle ne croyait pas aux promesses gouvernementales de réduction, ouais, qu'on allait faire de nouvelles réductions, etc. Ils n'y croyaient pas. Donc c'est inéluctable. Question, quelles conséquences ça va avoir? À mon avis, une conséquence politique, mais peu une conséquence sur les taux d'intérêt. Quand vous regardez la dégradation ou l'amélioration, ça a peu de conséquences sur le taux d'intérêt réel, puisque les marchés financiers ont déjà anticipé largement cela. Et donc, l'incidence sur les frais financiers de l'État, en disant, certains disent, si on est dégradé, les taux d'intérêt vont augmenter. Bon, les taux d'intérêt sont à peu près stabilisés et la plupart des gouverneurs de banque centrale pensent que au deuxième semestre, on commencerait à avoir un mouvement de baisse. Ils pensent cela, ils se sont trompés régulièrement, hein, donc il faut être prudent, d'autant plus que la Fed, elle, continue à maintenir la pression, hein, puisque l'inflation aux États-Unis euh, s'est ralentie, mais reste largement au-delà des 2% qui est l'objectif. Donc, il semble que la Fed ne veuille pas desserrer les contraintes en abaissant notamment ses taux d'intervention d'ici la fin de l'année. Donc, ça veut dire que, bon, c'est pas bon politiquement pour le gouvernement que des agences de notation disent bon, la France, on la dégrade. Mais les conséquences, du moins sur 2024, sont très faibles. On continue comme ça, ou alors on prend le taureau par les cornes, Charles? Ça veut dire Ah qu'on peut ben, continuer comme ça? eh ben, le problème, il est moins les agences de notation que la position que va adopter la Commission européenne sur le programme de stabilité budgétaire, le PESTAB, comme on dit, qui a été transmis récemment, hein. Alors, le PESTAB, j'en ai un exemplaire, là, c'est intéressant de le lire, il a été transmis, hein, et c'est un document assez épais, hein, qui a une quarantaine de pages à peu près. Et donc, le problème, c'est que la commission peut parfaitement dire, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que pour la énième fois, vous me racontez que vous allez revenir aux 3% et que vous n'y revenez jamais. Donc, je réengage la procédure pour déficit excessif. Voilà. C'est ça ce qui nous pend au nez. Alors là,
ça aura une conséquence tout à la fois politique, hein, que la Commission européenne dise au gouvernement français, c'est pas sérieux. On fait maintenant partie disons, des deux mauvais élèves avec les Italiens, ouais, dans l'Union européenne. Et ceci en plus affaiblit les positions françaises en Europe. Je suis d'ailleurs un peu étonné que dans le débat là, qui commence à s'amorcer sur les prochaines élections européennes, on ne dise pas, mais enfin, remettons de l'ordre chez nous. Sinon, nos positions en matière européenne ne pourront qu'être affaiblies par cette situation budgétaire très dégradée qui montre que le pays est mal géré. Alors, du coup, on peut peut-être partir sur les questions relatives aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui, dans ce pays énormément taxé, énormément prélevé, avec beaucoup de dépenses publiques, qu'est-ce qui est acceptable politiquement au Parlement, dans l'opinion? On se souvient de la réforme des retraites qui a un impact relativement limité, mais qui a généré une crise politique assez importante. Comment vous voyez les choses? On augmente la croissance, on réduit les dépenses, on augmente les recettes. Quelles sont Alors, les solutions? il y a trois leviers. Il y a le levier de la croissance. Plus la croissance est élevée, plus il est facile, ou moins difficile, pour être plus précis, de redresser les finances publiques. Pourquoi? Parce que quand il y a de la croissance, les recettes progressent assez vite. Et si vous réussissez à tenir les dépenses, eh ben, vous réduisez assez vite le déficit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire des économies, c'est-à-dire de contenir la dépense, voire de la réduire. Et puis, la troisième composante, c'est faut-il augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la recette fiscale et les cotisations sociales. Alors, reprenons chacun des trois points. Sur la croissance, je rappelle toujours que M. Le Maire, tout feu, tout flamme, en juillet 2017, il venait de faire sa mutation, comme vous vous en souvenez, récompensé en étant ministre de l'économie et des finances, est venu nous expliquer dans le débat d'orientation budgétaire, on est en juillet 2017, que grâce à la brillante politique et grandes réformes qu'ils avaient menées, le taux de croissance de la France allait, ce qu'on appelle le taux de croissance potentiel, allait passer de 1,1, 1,2%, pour vous donner des ordres de grandeur, à 2,5, qu'on allait le doubler. Bon, il faut le dire et le rappeler, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Et on est toujours dans un taux de croissance potentielle autour de 1,1, ouais, un peu plus de 1%. Et de nouveau, on nous explique, non, non, mais ça va quand même maintenant se redresser à hauteur de 1,35. Alors vous me direz entre 1,1 et 1,35, oui, mais quand ça joue sur plusieurs années, si vous voulez, ça facilite. Moi, je ne crois en rien, j'ai toujours dit au gouvernement, prenez un taux de croissance potentiel de 1,1, c'est déjà pas si mal. Si on fait un peu mieux, tant mieux, ça aidera à aller plus vite dans le redressement. Donc voilà sur le premier axe. Et il n'y a aucune des réformes structurelles. Vous voyez, quand on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme réforme structurelle? On va dire, on a fait la réforme des retraites. Je dis, les cocos, soyez sérieux. Quelle est l'incidence de cette réforme des retraites sur les finances publiques? Les chiffres officiels. Ça a coûté 200 millions la première année, c'est-à-dire en 2023, et les années 2024, 2025, 2026, 2027, on espère un petit milliard supplémentaire. Vous voyez, quand il faut faire une vingtaine de milliards d'économies, vous voyez, ça représente 5%. Et je rajoute que les régimes de retraite de base sont toujours déficitaires. Et le déficit, donc cette réforme a limité la croissance des déficits. Quand vous dites ça, les gens ouvrent grands yeux. Ben oui, mais c'est la réalité. Voilà. Sur la dépense publique, moi, à travers ce qu'on lit dans la presse et ce que nous a dit en privé Cazenave, donc les grands axes, c'est sur l'ensemble des prestations sociales, c'est-à-dire retraite, handicap, enfin, etc., c'est quand même une masse, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est une masse de 360 milliards. C'est de désindexer.
ils y travaillent, semble-t-il. Ça Je veut me dire rappelle, quoi concrètement, désindexer? Ça veut dire que… actuellement, la loi prévoit que les retraites évoluent comme les prix. Alors, les prix, le problème, c'est que c'est décalé dans le temps. C'est les prix de l'année N-1. Alors, ça aboutit parfois à des résultats assez surprenants. Par exemple, cette année, 5,3% de hausse. Vous voyez. Alors, ça coûte 25 milliards en 2024 sur les finances publiques. Alors, certains disent, eh ben, désindexer. On désindexe pendant un an, 2 ans, voilà. C'est-à-dire qu'on fait baisser en termes clairs le pouvoir d'achat des retraités et de ceux qui vivent des aides sociales. Ça vous paraît acceptable politiquement Vous savez, comme ils sont en minorité, je peux vous dire que ça ne passera jamais. Ouais. Alors, il y a une autre approche qui est quand même un peu plus intelligente, consiste à dire il faut protéger les gens modestes, c'est-à-dire qu'on maintient l'indexation jusqu'à un certain niveau, et puis après, l'indexation n'est que partielle et on l'annule alors à 4 000, 5 000 euros par mois de revenus, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Barr dans les plans de redressement des finances publiques. Vous avez la deuxième question qui concerne comment on traite la fonction publique. Donc, les effectifs d'une part, et surtout la réévaluation. Vous savez que le système de la fonction publique, c'est un système très bureaucratique, puisque chacun a un nombre de points. Et donc, comment on réévalue le point de la fonction publique? Le point de la fonction publique, 1 point, 1%, c'est 3 milliards. Alors certains disent, faites la même chose, soit vous bloquez, alors ça ne passera jamais, ouais, on bloque quel que soit votre niveau dans la hiérarchie. L'autre approche est de dire, on maintient le pouvoir d'achat pour les fonctionnaires modestes, et puis après on décale. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les fonctionnaires, ils n'ont pas que leur salaire indiciaire, ils ont aussi des primes. Ouais. Et donc, prenez l'État, les primes, c'est 38% de la masse salariale, de la masse indiciaire, je veux dire. Bon, voilà. Mais ces taux sont extraordinairement variés. Ils sont croissants, grosso modo, avec le niveau dans la hiérarchie. Vous voyez, les fonctionnaires modestes, parfois, ils ont des taux de primes assez faibles, 5, 10%. Vous voyez, dans la très haute fonction publique, on a 100%. Voilà. Quand vous ok. arrivez au Donc, sommet. Vous on a voyez, évoqué les retraites, on a évoqué les dépenses de personnel de l'État. Il y a les dépenses de l'État aussi, peut-être, dans le budget 2024. Les choix qui ont été opérés par le gouvernement, vous bah, semble-t-il si vous voulez, cohérents? le problème du gouvernement, c'est qu'à force de voter des lois de programmation sur 3, 4 années, alors il ne faut pas toucher à la défense, ce n'est pas le moment, la situation. Donc on augmente le budget de la défense, grosso modo, de 3 milliards par an. Voyez, on est à 54 milliards de mémoire, voyez, donc on Alors, progresse dans de… le document qu'on vous projette, là, 47,2 milliards, plus 7,5% par rapport à 2023. Ce qui est Oui, indiqué. oui, alors ça dépend si vous incluez les Ouais. retraites, plus les Oui. 54, c'est des militaires, enfin bon, je vous passe les détails techniques, mais grosso modo 3 milliards. Donc on ne touche pas au budget de la défense. Vous avez après le bloc ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire police, gendarmerie. Là, on a voté une loi de programmation, il ne faut pas y toucher, très bien. Après, vous avez la loi de programmation sur la justice, c'est un petit budget, on regarde les masses budgétaires, mais il ne faut pas y toucher. Donc, si vous commencez, si vous voulez, à retirer tous ces morceaux, qu'est-ce qui reste? Il reste les 100 milliards de dotations, compensations diverses et variées que verse l'État aux collectivités territoriales. Alors, on a posé la question à Cazenave, envisagez-vous de faire économie? Et donc, il a dit publiquement, après, oui, il y aura des économies sur les collectivités territoriales. Bon, de combien? Bah, ça représente quand même 20% des dépenses de l'État. Ouais. Donc, on voit Ouais. bien, Mais on, quelle on est la voit bien. situation économique et financière par exemple, du bloc communal? On sait que sur les départements, c'est compliqué, mais sur le bloc communal, est-ce qu'on ne Ben, risque pas d'avoir une répercussion quasi automatique sur la taxe foncière de toutes les économies qui pourraient être faites par alors, l'État? alors, alors oui, mais les plus durs vous diront, on peut aussi bloquer le taux du foncier bâti pour éviter l'effet de substitution.
Mais dans les trois niveaux des collectivités territoriales, vous avez les départements. Les départements sont dans une situation totalement catastrophique. On a 14 départements qui bénéficient d'un fonds de résilience car ils sont potentiellement ou déjà en déficit de fonctionnement. Vous voyez, le département des Ardennes ou le département de l'Aisne est en déficit de fonctionnement. Ouais, bon. Donc, toucher au département, ça me paraît quand même difficile. Bon, les régions, elles vivent des dotations de l'État, elles ont encore des budgets d'investissement assez importants, tout ça étant financé par des dotations de l'État, hein, des compensations, etc. Bon, pour les réduire, ben, ils réduiront leurs investissements, c'est pas compliqué. Reste le bloc communal. Le bloc communal a gardé une autonomie fiscale, alors que les départements et les régions n'en ont plus du tout. Voilà. Et donc, la discussion, c'est est-ce qu'il faut réduire les dotations de l'État aux communes, intercommunalités les plus riches? Et avec la question, qu'est-ce qui est très riche? Est-ce que c'est des communes ou des intercommunalités qui ont un potentiel financier très important et qui, à la limite, peuvent augmenter les impôts? Mais le bloc communal, l'impôt qui leur reste, je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais essentiellement, il leur reste le foncier bâti. Et le foncier bâti va augmenter. Ouais. Le taux. C'est bien la crainte, effectivement, pour À beaucoup de moins que le contribuables de villes déjà gouvernement avec des taux très élevés. on bloque, on gèle pour un an les taux du foncier bâti. Ouais, enfin, et du foncier non bâti. Enfin, le foncier non bâti, c'est epsilon par Mais, rapport au foncier bâti. Vous voyez? Bon, donc, on sent quand même bien les difficultés, le peu de marge de manœuvre, parce que là, je ne sais pas si on a fait des additions, mais on n'est certainement pas encore aux 20 milliards d'euros espérés sur l'année. Il y a deux axes sur lesquels on est passé peut-être rapidement, sur lesquels je voudrais vous interroger, c'est l'assurance maladie et l'assurance chômage dont on a beaucoup parlé. Est-ce que effectivement, là, il y a des marges de manœuvre? il y a toujours des marges de manœuvre. Le problème, c'est votre capacité, si vous voulez, à le faire accepter et de défendre le caractère juste de ces économies. Parce que c'est quand même ça la question centrale. Prenez l'assurance maladie, on sait sur quoi ils travaillent. Ils travaillent sur les IJ, hein, les indemnités journalières. Quand vous êtes malade, vous voyez, vous avez droit à des IJ. Après, dans le régime général, c'est-à-dire les salariés du privé, les 3 jours de carence, sachant que certaines entreprises, au titre de l'assurance complémentaire, les jours de carence sont pris en charge au moins partiellement. Vous voyez. Donc, c'est un peu plus compliqué que cela. Et si vous vous attaquez à ça, il faudrait aussi s'attaquer aux jours de carence sur les 3 fonctions publiques, puisque vous savez, dans les fonctions publiques, hospitalières, territoriales et d'État, il a été créé un jour de délai de carence. Autrefois, il n'y avait pas de délai de carence, voyez, puisque l'État était son propre assureur et le secteur public était son propre assureur. Vous voyez, c'est le genre de réforme, là encore, si vous faites cela, vous n'aurez pas de majorité à l'Assemblée nationale, de toute façon, ils n'en ont pas. Donc voilà. Mais il faut assurer son impopularité. Vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces réflexions sont mises au congélateur d'ici les élections européennes. Bon. Donc les décisions, elles tomberont après les élections européennes. Vous avez aussi l'exemple des médicaments. Tout le monde sait que c'est vrai que les Français sont les plus gros consommateurs en Europe de médicaments. Bien. Et que le médicament, parfois même, peut vous rendre malade. Vous êtes malade des médicaments, non pas. Voilà, c'est vrai que ça existe. Le gouvernement a doublé la partie non remboursable sur les médicaments. Vous savez, c'était 50 centimes, on est passé à 1 euro, pour prendre l'exemple. On peut multiplier ce genre de choses. Mais je pense que pour le gouvernement, en matière de santé, le plus dangereux, c'est l'état des hôpitaux publics et des cliniques privées. On est sur un volcan. Oui, effectivement, avec des manifestations dans les cliniques, des grèves de médecins, effectivement. Oui, parce que le Mais gouvernement a réévalué les moyens des hôpitaux publics plus que le privé. Donc, le privé, je crois qu'on leur a consenti 1%, quelque chose comme ça. Bon, alors, ils disent, mais c'est plus possible. Et puis, vous avez la médecine libérale, hein, dans laquelle,
à force de ne pas réévaluer la valeur des actes, on en est à licencier dans les cabinets médicaux parce que les médecins n'ont même plus le moyen d'avoir une secrétaire. Donc, si vous voulez, on est sur un volcan en matière de santé. Donc, vouloir faire des économies supplémentaires en la matière, Mhm. pas simple. En tous les cas, si vous voulez attaquer au personnel de santé, médecins, infirmiers, ASH, en fait, etc., ça peut finir par une explosion. Ouais. Donc, On parle beaucoup d'une réforme supplémentaire de l'assurance chômage. Est-ce que là, il y a une vraie potentialité à la hauteur des enjeux sur une si vous nouvelle? voulez, il faudrait quand même que le gouvernement ait un peu de suite dans les idées. Ils ne peuvent pas avoir défendu la thèse de la cyclicité, comme ils disent, hein, c'est-à-dire qu'on améliore l'indemnisation du chômage lorsque la situation du chômage se dégrade et on dégrade la couverture quand le taux de chômage baisse. Mais là, on est dans un taux de chômage qui remonte. Donc, c'est absolument contraire à ce qu'il nous avait expliqué il y a moins d'un an que de faire cela. Deuxièmement, on a eu quand même des propos du ministre de l'économie et des finances assez étranges. Il nous explique qu'il faut durcir la couverture pour les salariés âgés. Mais première remarque, pourquoi il y a de plus en plus de salariés âgés? Parce que quand vous avez remonté l'âge légal, au lieu de prendre des incitations pour encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps, eh ben, vous avez des salariés âgés qui se trouvent au chômage parce que on considère qu'ils coûtent cher, qu'ils ont moins de productivité que les plus jeunes, enfin toutes ces considérations, ce qui fait que des salariés âgés se retrouvent au chômage. Est-ce que c'est en dégradant encore leur couverture sociale qu'on va les inciter à retrouver du travail? C'est la thèse de Le Maire. Mais c'est une méconnaissance complète des réalités sociales. Complète. Mais ils sont sur cette ligne. Mais vous savez, une fois qu'ils auront fait, il y a que l'ensemble des prestations chômage, c'est 40 milliards pour faire simple. Hein. Une fois que vous aurez fait encore un milliard et demi, voilà, et un coût social considérable. J'ajoute en plus que traditionnellement, la branche chômage était gérée par les partenaires sociaux. Or, les partenaires sociaux ne sont même pas arrivés à un accord concernant les seniors, hein, l'emploi des seniors, qui est un vrai problème et qui sera un problème croissant avec la remontée de l'âge légal de départ à la retraite. On se rend bien compte que la situation sur le front des dépenses est bien souvent explosive et avec des marges de manœuvre bien plus limitées que pourrait le laisser croire le niveau important de nos dépenses publiques. Alors du coup, passons peut-être de l'autre côté. Est-ce qu'on peut augmenter les recettes? Là, l'horizon paraît particulièrement bouché. On atteint un taux de prélèvement obligatoire qui a augmenté ces dernières années, malgré les baisses d'impôts. Elles n'ont fait en fait que tasser cette augmentation, mais nous sommes à 44,1% du PIB en 2024 qui sera prélevé par l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes qu'on peut balayer pour trouver des mannes financières pour toujours trouver ces 20 milliards d'euros qui vont nous manquer chaque année jusqu'à 2027? La première observation, le cœur du problème, il est côté recettes, côté dépenses, je veux dire, et pas côté recettes. Bon, parce que augmenter globalement les prélèvements obligatoires dans un pays qui est le record européen des prélèvements obligatoires, ça peut avoir des conséquences graves sur l'incitation au travail, l'incitation à investir, etc. Donc, si vous voulez, si on veut privilégier le travail et la baisse du chômage, c'est pas en augmentant comme ça massivement les impôts. Alors, si vous regardez les grands impôts, bon, c'est assez vite fait. Hein. Vous avez la TVA. Nous, notre famille politique a défendu pendant des années l'idée de la TVA sociale. C'est-à-dire, on augmente les taux de TVA sur le taux normal, c'est-à-dire le taux à 20%, et on utilise cette hausse pour baisser les cotisations sociales.
salariés et employeurs, un partage entre les deux. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes de fond de la société française, c'est que l'écart entre le salaire minimum et les revenus de solidarité n'est pas assez écarté. Si vous prenez une famille, papa, maman, deux enfants, le RSA, il est assez proche du 1 400 euros net qui est actuellement le SMIC, duquel il faut retirer les frais professionnels. Quand vous travaillez à 20 km de chez vous, vous faites 40 km chaque jour pour aller travailler, vous n'avez pas 1 400 euros, il vous en reste 1 200, 1300, c'est-à-dire pour une famille type papa, maman, deux enfants, un écart assez faible. Donc, l'intérêt d'une TVA sociale, ça serait de participer à relever, sans que ça coûte plus cher aux entreprises, le revenu net des bas salaires. Et en consacrant une partie de cette hausse du taux de TVA pour baisser les cotisations sociales patronales et baisser les cotisations sociales salariées sur les bas salaires. En fait, la TVA, alors le problème, c'est qu'une TVA sociale, certes, augmente la TVA, mais si on la compense par une baisse de charges équivalente, on n'a pas réglé notre problème de déficit. Donc, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que la TVA, comme l'illustre le graphique qui vous est présenté, c'est non pas 100 milliards d'euros, mais 200 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est l'effet de la TVA sur l'État. Le produit de la TVA sur l'ensemble du périmètre du territoire France, c'est 200 milliards d'euros. Une partie est reversée aux comptes sociaux notamment, et d'autres parties sont remboursées. En tout cas, en net pour l'État, c'est 100 milliards d'euros, ce qui est donc la première recette de l'État. C'est peut-être effectivement un bon moyen pour redresser les comptes, non? Mais la TVA sociale, nous, notre famille politique a toujours défendu la TVA sociale, non pas dans un but de renflouer les caisses de l'État, mais dans le but, d'améliorer la compétitivité des entreprises et d'augmenter l'emploi en France par une augmentation de la compétitivité et en abaissant le coût des salaires modestes sans que ça n'ait une incidence sur leur salaire net, voire en l'améliorant si on fait un partage de cela. Pour vous donner des chiffres, un point de TVA supplémentaire au-delà de 20%, c'est-à-dire passer le taux de TVA normal de 20 à 21%, ça rapporte 7 milliards. Vous voyez, entre nous, l'augmenter de 2-3 points paraît maximum. Hein. Les taux les plus élevés en Europe, c'est 25. On aurait déjà nos 21 milliards d'euros. Voilà, donc si vous faites 3 points, ça fait 21 milliards, mais ce n'est pas pour renflouer le déficit de l'État. Enfin, dans notre position, nous, c'est pour plus de justice sociale et plus d'efficacité économique au service de l'emploi. C'était ça. Simplement, je vous interromps une seconde sur ce sujet. Dans ce qui est présenté à l'écran, là, c'est justement la répartition par pays européen du poids des impôts sur le travail, sur le capital et sur la consommation. Le principe de la TVA sociale aussi, c'est de financer notre système social par notre consommation plutôt que par notre travail. Ça paraît effectivement de bonne politique quand on voit la problématique de compétitivité. Et améliorer la compétitivité des entreprises. Parce que le problème, c'est qu'on a monté un système de protection sociale massivement sur les revenus du travail, c'est-à-dire les salaires et pour les indépendants, le revenu des indépendants. Et donc, aujourd'hui, la situation n'est plus du tout celle du début, de la fin des années 40, puisqu'on vous a donné le chiffre sur la TVA. La TVA, c'est un peu plus de 200 milliards, 202 milliards net. Il y en a un peu moins de la moitié qui revient à l'État, un peu moins de 100 milliards. Vous en avez 20% qui revient aux collectivités territoriales, puisque c'est à coup de TVA qu'on leur a compensé la suppression, notamment de la taxe d'habitation. Voilà. Et puis, vous avez 30%, c'est-à-dire de l'ordre de 60 milliards, qui abondent les régimes de protection sociale, essentiellement d'ailleurs maladie et famille. Là encore, en substitution de baisse de cotisations sociales. Donc, on voit bien que nous, dans notre idée, c'est la continuité de ce mode de financement. Donc, la TVA, pour nous, n'est pas un outil qu'il faut utiliser, à part dans le cadre d'une TVA sociale, mais pas pour renflouer le déficit de l'État. Alors après, qu'est-ce qu'on a?
On a la CSG. Alors, la CSG, c'est un impôt formidable, puisque c'est un impôt proportionnel, pour faire simple, hein, qui exonère les 20% de nos concitoyens les plus modestes. Et après, un système proportionnel. Sur les salariés, tout le monde paye 9,2. Voilà. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas, c'est pas comme les cotisations sociales qui ont des taux différenciés, plafonnés, l'assiette est plafonnée. C'est un système simple. Bon, mais augmenter la CSG, c'est faire baisser le pouvoir d'achat de l'ensemble des catégories, actifs, inactifs, puisque les retraites payent, alors ils payent, c'est un peu plus compliqué, avec des taux différenciés selon le niveau des retraites, mais en fait, donc vous pourriez dire, vous augmentez uniquement le troisième taux sur les retraites pour que les petites retraites ne soient pas impactées, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire sur les revenus du travail. Bon, c'est un taux unique, 9,2% avec la CRDS. Vous voyez. Donc, c'est une piste, franchement, pas raisonnable. Alors, un peu après, on a ce qu'on appelle la taxe sur les super profits. La taxe sur la super profit, ça fait toujours rêver, surtout quand on n'a pas défini ce que sont les super profits. Alors, certains disent, on va s'appuyer sur les propositions qu'avait fait la Commission européenne, c'est de considérer que les super profits, c'est des profits au-delà de plus 20% sur la moyenne des 4-5 dernières années. Vous voyez l'idée. Bon, ça n'a aucun fondement économique. Et actuellement, la seule taxation des super profits, c'est des super profits sur les producteurs d'énergie. On nous avait d'ailleurs dit que ça allait produire 3 milliards en 2023. Vous savez qu'aux dernières nouvelles, on est à 600 millions. Bon, donc, pourquoi? Parce que ça dépend beaucoup. La taxation des super profits des énergéticiens, c'est qu'on fixe un niveau du prix de l'électricité, du gaz, etc. Et si le prix de marché est au-dessus, on considère que tout le différentiel, c'est un profit, un surprofit. Et donc, on le taxe. Voilà, c'est ça l'idée. Bon. Alors, aux dernières nouvelles, le maire et le Cazenave nous ont dit qu'ils travaillaient là-dessus, mais franchement, n'en attendez pas grand-chose. Oui, c'est ce que Par j'allais vous dire. contre, Combien on peut attendre de produits de cet éventuel impôt, selon vous? très peu, parce que s'il n'y a pas de nouveaux clashs militaires ou autres, notamment au Proche-Orient, et qu'il y a une stabilisation des prix, par exemple, du baril de pétrole, ça ne produira pas grand-chose. 600 millions, ce n'est pas à la hauteur des problèmes sur l'année 2023. Alors, il y a deux pistes qui nous paraissent beaucoup plus raisonnables. C'est d'examiner les niches fiscales et les niches sociales. Alors, ce sont des montants considérables. Les niches fiscales, c'est un peu plus de 90 milliards. Et les niches sociales, à peu près 80 milliards. Donc, commençons par les niches sociales. Les niches sociales, c'est quoi? C'est les exonérations de cotisations sociales. Il y a X régimes et qu'on a accumulés au cours des 20 ou 30 dernières années. Et donc, certains disent on va trop loin dans ceux qui en bénéficient. Vous voyez, il y a certaines exonérations qui vont jusqu'à 3 SMIC et demi. Alors oui, 3 SMIC et demi, puisque le SMIC brut est à 1700, ça veut dire qu'on est à quelque chose comme 5600, 5700. Bon, est-ce que c'est raisonnable d'aller jusqu'à 5700? Le salaire moyen en France, brut, il est autour de 2000. Donc, franchement, 2000 net. Donc, ça fait un 2200, 2300 brut. Bon, c'est pas, franchement, c'est pas raisonnable. Donc, est-ce qu'on peut pas descendre de 3, 3,5 à 3, à 2,5? Vous voyez, même chose sur d'autres mécanismes. Est-ce qu'on peut pas un peu descendre, pas trop, mais descendre les plafonds? Sur les niches sociales, il y a plus de niches sociales que de fromage en France et que de jours dans l'année. On est à 430, 440, alors dispositifs dont certains coûtent Qui représente pratiquement combien de manque à gagner pour l'État? 91
92 milliards. Bon, alors, comme toujours, quand on est un peu sérieux, il faut s'attaquer aux grandes niches fiscales. Alors, la première niche fiscale, c'est le crédit d'impôt recherche. C'est le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif dans lequel vous avez un crédit que vous imputez sur l'IS de 30%, et puis au-delà d'un certain niveau, on tombe à 5%. Bon. Bon, les gens un peu raisonnables disent franchement, hein, et cet impôt, ce crédit d'impôt flambe. Hein. On a dépassé les 7 milliards, doit être 7 milliards 3, je crois, aux dernières estimations, et ça flambe. Donc, est-ce qu'on ne peut pas un peu gratter allez, 500 millions, 600 millions là-dessus, quoi. Soit en créant, par exemple, un taux intermédiaire entre 30 et 5, parce que chuter à partir d'un certain niveau de 30% à 5%, ça entraîne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parfois des optimisations au sein des groupes. Enfin bon, je vais passer les détails. Voilà. Voilà. Deuxième exemple, le deuxième crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt de 50%, plafonné, pour faire simple, à 10 000 euros par personne, les aides à domicile. Bon. Alors, certains disent, franchement, est-ce que c'est raisonnable de donner un crédit d'impôt de 50% pour les personnes qui viennent faire votre jardin? Bon, on peut se poser la question. Ou de dire, variante, cet avantage va être réservé uniquement des personnes âgées parce qu'elles n'ont plus la force de faire leur jardin et pour Une les crainte gens. de passage en économie souterraine de ce type d'emploi si on fiscalise trop ces Oui, métiers. oui, mais vous voyez, on a déjà un peu réduit. Il y a 23 situations dans lesquelles on bénéficie de ce crédit d'impôt. Je vous donne ces exemples-là, on peut en avoir d'autres. Alors, les écologistes, depuis des années, ils déposent un amendement, par exemple, pour supprimer l'exonération de TIPP sur le kérosène. Alors, on leur dit, mais attendez, on ne peut pas faire ça dans un cadre franco-français. Hein, sinon, qu'est-ce qui va se. On va avoir des délocalisations des lignes. Bon, donc, et en plus, la Convention de Chicago l'interdit, vous voyez. Ouais. Il y a un débat là-dessus. Oui, il y a un débat, mais on ne peut pas le faire dans un cadre franco-français. Ça, il faut le faire dans un cadre européen. Là, ça a un sens, pas dans un cadre franco-français. Ouais. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les détournements ou des optimisations fiscales. Exemple, le problème des rachats d'actions. Quel est le problème des rachats d'actions? C'est très simple. C'est que les entreprises peuvent distribuer à leurs actionnaires des dividendes ou de racheter les actions pour faire monter le cours des actions. Et donc, il y a une équivalence entre distribuer des dividendes et racheter des actions. La différence fiscale, c'est que quand vous distribuez des dividendes, ben, grosso modo, c'est sous PFU, prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc, on vous prélève 30%. Si on distribue 100, eh ben, il vous reste 70. Voilà, net d'impôt. Voilà. Alors, par contre, si au lieu de distribuer des dividendes, je rachète des actions, ça fait augmenter la valeur de vos actions, mais il n'y a aucune taxation, au motif qu'on ne taxe que quand les plus-values sont réalisées. Bah, écoutez, même aux États-Unis, qui sont quand même pas des bolcheviks, ils ont créé une taxe sur l'achat d'actions. Je vous donne les chiffres. Hein. Prenez les 40 entreprises du CAC 40. Elles ont distribué, je crois, l'année dernière, 63 milliards de dividendes. Bien. Et elles ont racheté 30 milliards d'actions. Ben, si au lieu de racheter les actions, ils avaient distribué 63 plus 30 égale 93 milliards, et ben, le fisc français aurait rattrapé 30% sur au moins la partie de ces rachats d'actions de contribuables français. Parce qu'il faut quand même rappeler que un peu moins de la moitié de la valeur des actions françaises cotées en bourse sont détenues par des étrangers. À peu près, disons, faisons 50-50. Donc, si vous Ça voulez. limite quand même fortement la Voilà. capacité Alors, d'action certains possible. disent Mais on Charles, pourrait faire. j'ai envie de vous poser la question. On a pas mal de nos voisins européens dans des situations
plus inconfortables que la France, qui ont réussi à redresser la barre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de leurs expériences au Portugal, en Espagne, même en Grèce? Est-ce que pour vous, il y a matière à enseignement? Bien sûr, bien sûr. Bah, en Grèce, le grand progrès, ça a été de faire payer aux Grecs des impôts. Déjà c'était une révolution culturelle. Hein. Vous voyez, on payait très peu ces impôts locaux en Grèce. Alors, ils ont trouvé une astuce, les Grecs, qui est de dire, eh ben, on va faire payer les impôts locaux via l'EDF grec. C'est-à-dire, parce que tout le monde a l'électricité. Vous voyez. Alors, on a découvert qu'une partie des Grecs n'était même pas dans les fichiers. Alors qu'ils avaient tous une Alors là, on maison n'en est pas là, à parce que globalement, l'électricité. il y a une Non, mais, administration non, mais fiscale qui tient bien je ses prends le cas registres. grec. Nous, on n'est pas dans cette situation en France. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Et par quelques exemple, au Portugal, personnes. ils ont réussi à allonger, à augmenter l'âge du départ en retraite. Ils ont, Oui, ils ont pris des mesures très courageuses. Les Grecs, c'est eux qui ont pris, mais enfin, la situation était tellement dramatique, ils ont pris mais des décisions drastiques. Ce qui est d'ailleurs comique du point de vue historique, c'est un gouvernement prétendument d'extrême gauche qui a mis en place ces mesures. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Et malheureusement, ils n'ont pas été récompensés puisqu'ils ont été alors, écrasés aux élections législatives suivantes. Bon, voilà. pas au Mais au Portugal, moins, d'ailleurs, au Portugal, me semble-t-il. redressé Ouais. ils ont redressé leur pays, si vous voulez. Je me suis procuré l'évolution en Grèce euh, de la dette publique grecque. Vous voyez, en 2023, ils étaient à 161% de leur richesse nationale. Vous voyez. À fin 2024, 152%, et en 2025, ils seront à 148%. Ouais, ils ont gagné 12 points, 12 points en 2 ans, quoi. Mm. Voilà. Ouais, absolument. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait que en France, on n'arrive Mais ils sont pas en à faire cette excédent. Ils réforme? On n'est sont pas en allé assez excédent. loin. On nous disait qu'avec un deuxième mandat, un président qui ne chercherait pas à se faire réélire, ou un septennat unique avec un président qui n'en chercherait pas sa réélection, dégagerait des marges de manœuvre politiques extrêmement fortes. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Qu'est-ce Vous que pouvez retirer, il semblerait. Hein, ils n'ont aucune majorité. Ils s'appellent majorité présidentielle. Je les reprends toujours. Vous voulez parler de la minorité présidentielle. Vous avez 40% des sièges à l'Assemblée, vous n'avez aucun allié, et dans le pays, vous êtes descendu à 16-17% de ceux qui viennent encore voter. C'est quand même ça la situation politique dramatique. Ce qui fait qu'ils ne peuvent prendre des mesures courageuses que par voie réglementaire. Et ils ont réussi, alors, si vous voulez, à se mettre à dos toutes les oppositions, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ils sont peut-être tout que les seuls. oppositions ne jouent pas suffisamment le jeu. Est-ce qu'on ne devrait justement pas attendre qu'elle soit force de proposition dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Oh nous, on a toujours été force de proposition. On ne peut pas dire qu'on a été souvent Je ne dis pas le contraire. écouté, hein, voire même entendu. Hein, et souvent même pas écouté. Alors, vous n'êtes même pas écouté, pas de chance d'être entendu, vous voyez. Mais Et, c'est quoi, du coup, les perspectives de court terme qu'on peut avoir? Il va y avoir une motion de censure, il va y avoir une... si vous voulez, quand j'avais posé la question à Le Maire, alors quand est-ce que vous allez enfin faire une loi de finances rectificative pour qu'on discute de la situation? Vous veniez vous expliquer dans le Parlement, on est encore en démocratie. Il n'a pas voulu répondre. Pourquoi? Parce que lui était plutôt favorable hein, à cela, mais le président Macron était contre, en disant c'est de la folie, puisqu'on va avoir une motion de censure. Bon. Alors, ils ont inventé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on va avoir un débat lundi prochain, un débat sur la situation budgétaire, un débat sans vote, bien entendu. Donc, on va pouvoir voilà, causer dans le poste, comme on dit chez moi. Ouais, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et la tempête pour eux va se lever en septembre. En septembre, quand ils vont déposer le projet de loi de finances pour 2025. Alors là, ils nous ont annoncé qu'il fallait qu'ils trouvent 20 milliards supplémentaires d'économies pour redresser l'état des finances publiques.
avec un peu d'humour d'ailleurs, on pourrait dire que Monsieur 1000 milliards, puisque sous la haute autorité de Monsieur le maire, la dette publique a augmenté de 1000 milliards. Hein. Elle est passée de 2100 milliards à 2200 milliards à la fin de cette année. Donc on peut l'appeler Monsieur 1000 milliards, voire un peu plus de 1000 milliards. Il a mis d'ailleurs 7 Oui, ans à se sûrement. rendre compte de l'extrême gravité de la situation des finances publiques. C'est quand même assez étonnant. C'est étonnant. Et donc, pour le gouvernement, c'est détonnant ce qui va se passer à l'automne. Parce que là, il y aura Donc, une motion de censure. à suivre cet automne mais bon, enfin, vu la situation, enfin, déjà, je pense que l'échéance de vendredi des agences de notation vont peut-être un petit peu relever. On va voir si effectivement cette situation préoccupe les Français au point qu'on va le ressentir dans les urnes des élections européennes. Ça semble être le cas, en tout cas d'après les sondages. La question qu'on nous pose, c'est euh, comment on peut arriver à contribuer? Quelles sont les propositions que nous, centristes, on peut arriver à produire pour essayer de sortir le gouvernement de cette ornière? Est-ce qu'on en a envie ou est-ce que On n'est finalement pas, on attend on est dans l'opposition. On n'est pas là pour monter sur le Titanic, comme je dis souvent. Hein. C'est quand même à ceux qui sont au pouvoir de faire des propositions. Hein. Mais comme nous, on a toujours pratiqué une opposition constructive, on leur a dit quels étaient les grands axes. C'est de faire des économies justes socialement, et non pas aveugles comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises, y compris sur la modeste réforme des retraites. Hein, ou ce qu'ils ont fait sur le régime du chômage. Et qu'on ne peut pas redresser les finances publiques sans des grandes réformes structurelles et pas du bricolage, du peignage, ce qu'on appelle 30 millions par-ci, 20 millions par-là, etc. C'est pas ça une politique. C'est une grande politique d'avoir des axes. Et le premier axe, c'est des économies justes et équilibrées socialement. Ouais. Et on leur a dit, bah, on attend vos propositions. très bien, Voilà. donc à suivre. Je pense qu'on a pas mal de questions, notamment une question qui revient assez régulièrement sur euh, un état un peu général de la situation française avec un niveau de dépenses très élevé et pour autant des services publics qui se délabrent. C'est la question d'Axel par écrit. Quel est votre sentiment par rapport à ça et qu'est-ce que ça dit de la société française? On dit souvent avec humour, avec un tel niveau de dépenses publiques, parce que là, on est numéro un hors catégorie. Hein. On devrait avoir des services publics d'une extrême qualité. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, il y a peut-être un petit problème. Et il n'y a pas que le problème des services publics, c'est que la hausse des dépenses publiques, elle est massivement expliquée par la hausse des prestations sociales. C'est l'augmentation continue des prestations sociales, pas simplement en retraite dont on parle, mais aussi en maladie, pas en prestations familiales, parce que alors là, ça se dégrade, vous voyez, et jusqu'à une date récente aussi, des prestations chômage qui ont été dégradées enfin, depuis. C'est ça ce qui explique la hausse continue. Vous voyez, en matière de retraite, on est presque à 13% de notre richesse nationale qu'on consacre aux retraites. Il n'y a que les Italiens qui nous dépassent avec 14%. Vous voyez, le régime de protection retraite italien est encore plus favorable que le français, alors qu'ils ont une situation démographique beaucoup plus grave que la nôtre. Par parenthèse. Bien. Voilà, donc voilà, il faut des décisions courageuses, mais équilibrées socialement, ce qu'on a dit. Et on peut s'attaquer à un certain nombre de choses. Prenez les grands services publics, puisque vous avez mis le débat là-dessus. Prenez la situation de l'enseignement primaire. Quand on a un peu de retraite, qu'est-ce qu'on constate? Le taux d'encadrement n'ont fait que s'améliorer sur les 20 dernières années. On est dans des taux d'encadrement, si vous voulez,
extrêmement d'ailleurs divers selon les départements. Ouais, j'ai un collègue député de l'Aveyron qui me disait qu'en Aveyron, le nombre moyen d'élèves par classe en primaire est de 15 élèves. Oui, dans la Marne, c'est 20. Mais en Seine-Saint-Denis, ça doit être 25, 27. Ouais. Et donc, on constate qu'il y a une amélioration continue des taux d'encadrement, mais que les tests d'entrée en sixième montrent qu'il y a une dégradation lente et continue. C'est-à-dire qu'on a plus de 20% des jeunes qui rentrent au collège qui ne savent pas correctement lire, écrire et compter. Vous n'arriverez jamais à 0%. Vous voyez, les meilleurs systèmes, c'est 5, 6, 7%, mais pas 20%. Et ceci se dégrade. Et donc, on voit bien que le problème, il est plutôt avec en plus une baisse de naissance. Hein, vous voyez, 6% de baisse du nombre de naissances en 2023. Donc, on voit bien que faire baisser le nombre d'enseignants pour suivre l'évolution démographique, ça paraît quand même le bon sens. Hein. Et ça n'empêche pas aussi d'essayer de redéployer des moyens vers les enfants les moins doués qui ont du mal à apprendre et qui, à l'entrée en sixième, n'ont pas le niveau pour suivre des études secondaires, alors qu'on leur fait suivre des études secondaires, alors qu'ils n'ont pas le niveau d'entrée. Tous les enseignants vous le disent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Vous voyez, je vous prends ce premier exemple. On pourrait prendre d'autres exemples dans les grands services publics. Prenez l'exemple de la défense. On a voulu tirer les dividendes de la paix, comme disaient ceux qui ne connaissent, semble-t-il, pas trop les drames de l'histoire. On s'est désarmé. Et encore, nous, moins que les Allemands. Les Allemands sont complètement désarmés. Et avec ce qui se passe, notamment en Ukraine, les prises de conscience, hein, on a vu le retournement des opinions publiques. Bon, mais là, moi, je ne suis pas de ceux qui préconiseront de réduire les moyens militaires. On augmente le budget de la défense de 3 milliards par an. Bon, c'est raisonnable, d'autant plus que la défense a énormément de mal à recruter. On n'arrive pas à pourvoir les postes. Voilà. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite. Ok, effectivement, je vois qu'il y a des questions. Frédéric Jean-Jean lève la main. Donc, si vous souhaitez poser des questions à l'oral, n'hésitez pas à vous le signaler en levant la main et vous prenez la parole. Il faut ouvrir votre micro. Frédéric. Frédéric. Ah, Ah, alors, il a levé la main. Peut-être était-ce une erreur, mais semble-t-il. Frédéric Jean-Jean, voilà, ça s'affiche. Ouais. Bon, Alors, est-ce alors, qu'il nous entend? Bon, bah, peut-être alors, pas. Alors, il y a une question de François Bizieux. Quelles est, à votre avis, les actions prioritaires à faire le plus rapidement pour redresser le pays? Diminuer la dette, réorganiser de façon structurelle les administrations, décider de plans d'investissement pour l'avenir, comme dans le passé, le nucléaire, l'aviation, etc. mais attendez, on ne va pas encore augmenter la dépense publique alors qu'il faut la baisser. Il faut avoir le courage de dire qu'il faut concentrer les moyens de l'État et de la protection sociale sur les couches sociales les plus défavorisées. Voilà. Et de moins réévaluer. Il ne s'agit pas de faire baisser d'une façon drastique, comme les Grecs ont été contraints de le faire. Hein. Ils ont baissé de 10, 15, 20% les prestations sociales, les retraites, etc. Il faut voir ce qu'ils ont fait en Grèce. Non, mais il faut avoir une politique équilibrée, juste, et de demander aux couches sociales les plus Aux aisés travailleurs, peut-être, parce qu'il y a, des semble-t-il, efforts quand même en plus France. importants que ce qu'on demande aux couches sociales les plus modestes. Voilà, et il faut être équilibré c'est bien le drame de l'actuelle minorité présidentielle, qu'ils ont été complètement déséquilibrés. Donc, la deuxième partie, alors sinon, est-ce que c'est dans la restructuration de nos administrations? Est-ce qu'il y a un travail à faire? On se souvient de la revue
général des politiques publiques qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy. Depuis, il y a différents grands plans de réforme de l'administration. Est-ce qu'il y a encore du grain à moudre de ce côté-là, de Bah, l'efficacité publique? il y a toujours du grain à moudre. Ouais, l'industrie continue à faire des efforts de productivité chaque année. Pourquoi est-ce que les administrations en seraient dispensées? Voilà. Donc, il faut faire des efforts d'augmentation de la productivité des services. Se poser la question aussi, est-ce que l'État n'intervient pas dans toute une série de domaines où il ferait mieux de ne pas intervenir du tout, de se retirer? Vous voyez, c'est pas un but en soi. La France, dès qu'il y a un problème, il faut mettre des fonctionnaires supplémentaires et des moyens budgétaires supplémentaires. Et puis on dit, voilà, on a réglé le problème. On n'a rien réglé du tout. Vous voyez, sinon, ça se saurait. Vous voyez. Et donc, que ce soit dans l'enseignement, bon, c'est quand même, vous avez 45% des fonctionnaires d'État. Hein, voilà. Mais sur la sécurité sociale, c'est avant tout des prestations. Ce n'est pas un problème vous voyez, sur les retraites, je crois, les frais de gestion des régimes de retraite de base, ça doit être du 1,5%. Vous voyez, ce n'est pas là-dessus que vous pouvez gratter. Vous voyez, C'est souvent ce sentiment-là qu'on a, c'est-à-dire que on a l'impression de ne pouvoir gratter que des miettes au prix d'efforts faramineux, mais qui ne répondent pas à la hauteur des enjeux, et que il y a un Big Bang administratif, fiscal, un vrai débat fiscal peut-être à mettre en œuvre dans notre pays pour Non, arriver mais, non, à mais renverser la table. je vous donne l'exemple de l'ensemble des retraites et, disons, des prestations, disons, de solidarité. Bon, grosso modo, c'est 360 milliards. Bien. Eh ben, si vous gelez tout ça, c'est ouais, la politique la plus un peu primaire. Ouais, hein, eh ben, un point gagné, par exemple, si vous êtes dans des inflations de 2,5%, eh ben, ça vous fait 2,5 fois 3,7. Donc vous êtes déjà à 8-9 milliards. Ouais, c'est des trucs considérables. Si vous dites on réévalue le point de la fonction publique, l'inflation est de 2,5, on ne réévalue que d'un point. Eh ben, ça fait 4 milliards et demi. C'est ça les grandes mesures, si vous voulez. Mais ces mesures brutales, moi, ce n'est pas ce que je préconise. Je préconise des mesures plus équilibrées. Ouais. Car sinon, vous aurez la révolte dans la Et rue. le système politique actuel permet-il l'émergence de solutions et de mesures équilibrées? Bah, aujourd'hui, non. On ne peut pas dire que la politique qui a été menée par la minorité présidentielle est équilibrée. Ouais, ça se saurait, vous voyez. Mais Euh, est-ce que le régime présidentiel dans lequel nous nous trouvons, enfin faux présidentiel, celui présidentiel, et le scrutin majoritaire qui donne de fortes majorités à l'Assemblée, ou du moins des majorités qui peuvent exister à coup de 49-3, manque de culture de la concertation et du consensus, ne nourrit pas un peu ce sentiment d'échec et et d'incapacité à réformer le pays? oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas de majorité. On dit, ah, mais sous Rocard, il lui manquait 5 sièges, je crois. Donc ça se trouve toujours. Vous savez, il achetait certains de nos collègues des Dom-Tom, voilà. Il gérait l'abstention du groupe communiste une fois, du groupe centriste l'autre fois. Ouais, bon, il zigzaguait, voilà. Mais là, ce n'est pas 5 sièges qui leur manquent, c'est 40 sièges. Et en plus, dans le pays, ils sont devenus mais ultra minoritaires. Donc, dans une démocratie, on ne peut pas continuer comme ça. Et si une motion censure est votée, elle finira par être votée, le problème, il sera entre les mains du président. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, première hypothèse, il dissout. Tout le monde sait ce qui va se passer s'il dissout. Il n'y a qu'à regarder les sondages. Ils sont 249, ils reviendront à 100, 120. Bon, et donc, s'ils reviennent à 120, euh, euh, comment le Ah, il y aura gouvernement, certainement une comment le autre président majorité. peut constituer un gouvernement? Bah, il sera bien obligé de composer avec ceux qui acceptent d'essayer de faire une coalition sur un programme à négocier.
Ouais. Hypothèse H2, eh ben, il essaie de refaire, il dissout pas, il essaie de refaire un nouveau gouvernement. Mais avec qui? Il n'a plus que 2 ans et demi devant lui. Franchement, vous voyez, c'est quand même une situation qui est absolument contraire euh, euh, disons, à une ambiance permettant de faire des réformes de fond. Sur les réformes de fond, il faut les faire les 6 premiers mois de votre élection. Parce que là, vous avez une légitimité démocratique, vous avez été élu, et il faut Ouais. faire vite. Sinon, si vous attendez un an et demi, ça devient de plus en plus dur. Or, là, il a été élu le président contre l'autre candidate. Bon, ça n'a pas été un choix positif. Il a dit le soir du second tour, je saurais tenir compte de ceux qui m'ont apporté leur suffrage. Nous, les centristes, on a fait voter Macron au second tour. Bon, moi, le premier, je l'ai dit publiquement, je voterai Macron. C'est pas ma tasse de thé, Macron. Mais de deux mots, choisis-moi, hein, comme on disait autrefois. Voilà, c'est Oui, pas plus compliqué il n'y avait que pas ça. photo, effectivement. Et il n'a tenu nul compte de cela. Nul compte. Voilà. Donc il se Très retrouve bien. maintenant dans une impasse politique. Est-ce qu'on a fait le tour de ces questions? Est-ce qu'il y a des interventions? Je crois que Frédéric Jean-Jean est revenu. Voilà, j'ai réussi à rétablir mon micro si vous m'entendez. On vous Oui, entend, on monsieur t'entend. Jean-Jean. Allez-y. Monsieur le député, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, vous parlez des difficultés des finances publiques. Euh, je suis un collecteur de taxes et d'impôts, bénévole, qui plus est, ce qui est plutôt rare dans notre République. Je suis chef d'entreprise et je suis secrétaire général du syndicat l'hôtellerie-restauration pour les Bouches-du-Rhône. Euh, nous avons vécu les gilets jaunes, nous avons vécu le Covid, nous avons vécu les émeutes. Il y a eu des changements essentiels qui se sont passés dans les modes de consommation. On a face à nous une population qui a complètement changé d'état d'esprit. Je ne sais pas si vous l'avez mesuré, mais avant le Covid, les gens organisaient leur vie par rapport à leur travail. Maintenant, le travail est devenu un accessoire, c'est devenu facultatif. Et il m'est arrivé en entretien d'embauche d'avoir des jeunes de 20 à 25 ans sans qualification, sans expérience, qui m'expliquaient qu'ils n'allaient pas se lever quand même pour 1 600 € par mois, en ayant tout un tas d'avantages autour de nos conventions collectives, et que ben, ils préféraient rester à la maison parce que de toute façon, c'était bien ainsi. Est-ce que vous mesurez cela? Parce que je pense que ça a un impact immédiat. Les deux facteurs. Le premier facteur, c'est le changement de mentalité de la population. Le deuxième facteur, c'est ensuite une crainte de sortir chez soi. On le voit depuis le Covid, on le voit depuis ces émeutes. Et tout ça, c'est un impact immédiat sur la collecte de TVA, sur la création d'emplois, sur l'embauche, sur tout ce système-là qui fait que nous, les TPE, les PME, qui sommes l'un des premiers pourvoyeurs du pays, nous nous retrouvons bien seuls dans nos activités, bien seuls face à un ensemble d'un paysage politique qui est tenu par des hauts fonctionnaires dont on mesure le mépris. Vous le savez très bien, vous êtes à l'Assemblée, vous les voyez régulièrement, vous les entendez. Nous, on l'a vécu à Marseille pendant le Covid, quand M. Véran balayait d'un revers de main la possibilité de recevoir un courrier, un simple courrier, où nous évoquions des possibilités. Nous sommes dans cette situation-là. Vous parlez ce soir de la situation de la France au niveau financier, mais ça va bien plus loin. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de paradigme, et le schéma actuel tel qu'il existe est complètement obsolète. Est-ce qu'il faut réfléchir à changer des articles de la Constitution? Est-ce qu'il faut changer notre mode de protection sociale? Est-ce qu'il faut changer toutes ces questions-là? Je n'en sais rien, je ne suis pas constitutionnaliste, mais nous avons un pays où nous avons une évolution dans les valeurs, où nous avons en plus un ennemi de l'intérieur, c'est tous ceux qui sont contre nos valeurs. Moi, ce matin, ça faisait quelque temps que je ne les voyais plus. Je reprends le métro à Marseille et je me suis vu des intégrales là, avec le C'est voile, le peut-être masque. c'est peut-être un autre sujet, mais je suis en phase Mais avec vous, monsieur et, Jean-Jean. et, ça amène, et ça Vous amène une parliez, autre question. oui, Excusez-moi, ça amène la dernière question qui est encore très polémique. Est-ce que finalement, une immigration choisie
ne serait pas la solution. Un, pour enrayer les problèmes démographiques que nous connaissons. Deux, parce que ces gens, quand ils vont arriver, voudront travailler. Et trois, qui me permettront, moi, de ne pas me retrouver avec 21 de tension, à plus pouvoir faire face, parce que je fais 80 heures par semaine. Il y a J'en ai effectivement, terminé, donc merci. c'est deux questions. C'est trois questions. C'est trois questions que je résume, Monsieur Jean-Jean, avant de laisser Monsieur de Courson vous répondre. Simplement, donc le premier point, effectivement, celui de la question de la productivité des travailleurs français qui peut poser question et qui peut-être explique les problématiques de recettes du budget de l'État. Secondo, la question de la capacité de nos compatriotes à faire des efforts dans le sens du travail. Est-ce qu'il y a eu un rapport au travail qui a été changé à la suite du Covid? Et tertio, la question de la main-d'œuvre immigrée, de l'immigration choisie comme solution justement à ces problématiques de périmètre de personnes actives en France. Alors, vous soulevez une première question qui est fondamentale, qui est la préférence pour le non-travail. Je vais dire ça comme ça. Mais quand vous approfondissez ce que vous constatez, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, dans toute la société, et que vous dites pourquoi on en est là, mais on en est là pour une raison simple, c'est que le niveau de vie des gens qui travaillent avec des salaires modestes, c'est-à-dire entre le SMIC et un 2, un 3 SMIC, eh bien, n'est pas cohérent avec les minima sociaux, nos 6 minima sociaux, dont le RSA est le plus connu, mais il y en a d'autres. On a fait des travaux là-dessus à la Commission des finances qui montrent qu'un célibataire, à l'époque, c'était il y a 6-7 ans, on avait fait ces travaux, et un célibataire qui travaille à mi-temps au SMIC, donc il gagne actuellement 700 euros. Combien lui reste-t-il s'il trouve un deuxième mi-temps à 700 euros? Vous direz, c'est évident, 700 euros. Ah non. Parce que si vous regardez le système fiscalo-social, les travaux qu'on a fait à l'époque, il lui reste, vous m'entendez, 27% des 700 euros. Pourquoi? Parce qu'il va payer un certain nombre d'impôts qu'il ne payait pas, il va avoir son allocation logement qui va dégringoler, voire va disparaître, etc., etc. Et encore, on n'a pas tenu compte des frais professionnels. Moi, je me suis amusé à calculer dans les différents cas types qu'on avait examinés, à partir de combien de kilomètres entre le domicile et le travail, il lui restait rien. Et bien, c'est simple, c'était 20 kilomètres pour un célibataire à l'époque, et pour un couple papa-maman, 2 enfants, c'était 30 à 40 kilomètres. Il lui restait rien. Donc, si on ne prend pas de grandes mesures pour écarter les minima sociaux des minima d'activité, on n'en sortira jamais. Car ce que vous disent ces jeunes, c'est pas faux. Je raconte toujours, moi, une histoire. J'étais en train de faire une campagne électorale et j'arrive, dring, je sonne, c'était dans un HLM, un jeune, 21 ans, m'ouvre, il dit « Ah, c'est sympathique, venez prendre un petit café », donc je rentre et on discute. Je dis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il dit « Je ne travaille pas ». « Mais tu vis de quoi ?»« J'ai le RSA, j'ai la gratuité du logement, puisque à l'époque, les allocations logement, grosso modo, couvraient la totalité du loyer et un petit bout des charges locatives. » Et il me dit, je vais vous dire la vérité, M. de Courson, en fait, je travaille au black. J'ai un copain qui monte des baignoires, enfin des salles de bain, et à l'époque, il lui donnait, je ne sais plus, c'était encore des francs à l'époque, il lui donnait, je ne sais plus, 150 francs par jour de boulot. Il me dit, je travaille quand je veux. Je lui dis, mais si je t'aide à essayer de trouver un boulot dans l'industrie, parce que chez nous, il y a pas mal d'industries, il me dit, non, je suis bien plus heureux comme ça. Vous voyez? Donc, il y a deux phénomènes, effectivement, le manque de si différentiel entre les bas salaires et les minima sociaux, et aussi l'effet des trappes à bas salaire, Monsieur de Courson. Bien sûr, c'est ça les trappes à bas salaire. Voilà. C'est que quand les gens calculent net, qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, ils constatent qu'il leur reste rien. Et donc, il faut mieux rester chez eux que de travailler.
et vous ne baisserez pas les minima sociaux. Honnêtement, des minima sociaux à 640, c'est un peu moins de 700 euros, puisqu'ils ne sont pas tous alignés. Hein, pour un célibataire, franchement, ceux qui ont vécu avec ça, bon, il faut être sérieux. Il ne faut pas abaisser les minima sociaux. Ce qu'il faut, c'est remonter le salaire net sans que ça coûte un sou de plus pour les entreprises. Et donc, on peut jouer sur les cotisations salariées. Il y a encore 300 euros de cotisations salariées sur le SMIC. Hein. Et donc, moi, ma thèse, c'est de dire, à coup de TVA sociale ou d'autres, hein, de réduire de 100, 150 euros et de mettre la prime d'activité sur la feuille de paye, remboursée à l'entreprise par l'État, à hauteur à peu près de 100 euros pour le SMIC, et puis d'aller jusqu'à un 3 SMIC, grosso modo. Vous voyez. Car si vous écartez par ce mécanisme de 200 à 250 euros les minima d'activité des minima sociaux, là, les gens commenceront à dire, ben, quand on bosse, hein, on voit qu'on a une augmentation de notre niveau de vie. Ça, c'est ma réponse à la première question. Deuxième question sur le problème d'immigration. Aucun peuple d'Europe n'assure aujourd'hui, j'allais dire, sa reproduction, je dirais son maintien, puisque, vous savez, il faut des taux de fécondité un peu supérieurs à 2% pour l'assurer. On est le peuple qui a le plus d'enfants, l'indice de fécondité, mais il est tombé à 1,8. Et il plonge, il continue à plonger. Vous avez des pays d'Europe, on est tombé à 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion à long terme de notre pays, si on reste à des taux aussi bas et qui continuent à plonger, est impossible sans une immigration. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Japon. Hein. Au Japon, ils sont, je crois, 1,2, 1,3. Hein. Et ben, moi, je suis allé récemment faire un voyage au Japon. J'ai été frappé, c'est un peuple de vieux. Et donc, ils commencent à avoir des immigrés. Alors, je veux dire, comme il y a beaucoup de xénophobie au Japon, bon, eh ben, vous voyez maintenant des Vietnamiens. Hein. Ils ont passé des accords avec l'État vietnamien qui leur loue de la main-d'œuvre, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer en Chine. La Chine, c'est un effondrement. Prenez l'Allemagne, ils sont aussi, je crois, 1,3, je crois, 1,3. Donc, sans immigration, on ne peut plus gérer l'Allemagne. Ouais. Et donc, la sagesse, ça serait, de bien expliquer à nos concitoyens qu'on ne peut pas régler le problème d'immigration en Europe dans un cadre national. Il faut le régler dans un cadre européen. Comment? En renforçant, bien sûr, le contrôle à la périphérie et surtout en passant des conventions avec les principaux pays d'origine de l'immigration, en leur disant, écoutez, nous, on est prêt à vous aider à votre développement, mais l'une des contreparties, c'est qu'on puisse vous renvoyer ceux qu'on trouve en Europe qui sont en situation régulière, vos nationaux en situation régulière, vous les récupérez, et on fait votre idée, c'est-à-dire de l'immigration sélective, hein, mais dans les pays d'origine, en disant, il y a ceux qui veulent immigrer, on regarde, on dit, ben voilà, on a besoin de tel type de main-d'œuvre, etc. Vous voyez, ça serait une politique intelligente. Mais croire qu'on va remettre des frontières nationales, hein, et qu'avec ça, on va régler le problème. Moi, je dis toujours, moi, je suis de l'Est. Alors, quand vous voyez la frontière entre la Belgique et la France, expliquez-moi comment vous tenez des frontières où vous avez des villages où d'un côté de la rue, c'est la France et de l'autre côté, c'est la Belgique. Et bien entendu, les immigrés, ils sont fort intelligents et ils passeront par le maillon faible de l'Union européenne. Donc, il faut absolument faire une politique européenne de l'immigration. Sinon, on n'y arrivera jamais. Dans le cadre de cette campagne européenne en cours, effectivement, ce sont des mots empreints de sagesse. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention, une dernière question avant peut-être de clôturer? Non, bah écoutez, Charles de Courson, je vous remercie. Je vous ai assommé, la fin. Pas d'ennui. Pardon?
J'espère que je n'ai pas assommé d'ennui. Non, écoutez, semblerait que l'ensemble de nos participants soient toujours là et bien là. Et en tout cas, je me fais leur porte-parole en disant qu'on vous remercie beaucoup pour ces explications et ces éléments très précis, comme toujours, dont vous avez pu nous faire part. Je pense qu'on va suivre ça avec beaucoup de précision. On mettra effectivement en ligne pour ceux qui souhaiteraient repartager ou rediffuser cette intervention. On mettra en ligne l'enregistrement de cette conférence et nous devrions aussi pouvoir vous mettre à disposition les diapositives qui ont été diffusées au cours de cette intervention. Encore merci à tous pour votre participation. Merci Charles de Courson et à très bientôt pour un de ces moments qu'on apprécie en fin de journée pour réfléchir à nos grands sujets d'actualité. Eh bien, si ça vous intéresse, branchez-vous lundi prochain. Je crois qu'on attaque à 16h ou à 17h sur le canal LCP de l'Assemblée nationale. Vous suivrez le débat qui va être intéressant, si vous voulez, sur un débat sans vote, vous voyez, sur ce problème très grave de la Je crois qu'on situation. n'aura pas trop de postures. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous et à toutes. Au revoir.